Judiciaire dans le scandale de la Dépakine, l'association des victimes a annoncé qu'elle allait lancer une action de groupe contre le laboratoire Sanofi. Ce sera la première procédure de ce type dans le domaine de la santé. Cette action s'ajoutera aux autres procédures judiciaires déjà engagées, dont certaines au pénal. La justice va donc devoir examiner les responsabilités dans ce dossier complexe. On vous rappelle que la Dépakine, c'est un antiépileptique qui a été largement prescrit depuis près de 50 ans. On sait aujourd'hui que lorsqu'il est utilisé chez la femme enceinte, ce médicament présente des risques élevés de malformations congénitales chez le fœtus, de l'ordre de 10%, mais également un risque accru d'autisme, de retard intellectuel et de retard pour marcher, pouvant atteindre jusqu'à 40% des enfants exposés. On fait le point sur cette affaire avec Chloé Buffard et Alexandre Delaval. C'est maintenant écrit en rouge sur toutes les boîtes. Dépakine plus grossesse égale risque. Une information apparue début 2016, soit près de 50 ans après la mise sur le marché du médicament. À l'origine, le combat d'une mère. Nous avions rencontré Marine Martin chez elle en 2012. Son fils, Nathan, souffrait de malformations, de problèmes de motricité et de concentration, des troubles qu'elle avait repérés dès sa naissance. Il était très atone, il n'avait aucune tonicité. Quand à 9 mois, on le prenait par exemple sur les genoux, il n'avait pas le réflexe de tendre la main pour attraper par exemple la petite cuillère du café ou quelque chose comme ça. Et donc à l'âge de parler, il ne parlait pas, il s'exprimait par des grognements, enfin on ne le sentait pas bien. En faisant des recherches, Marine Martin fait le lien avec la Dépakine, son traitement pour l'épilepsie. Aujourd'hui, elle fédère dans une association plusieurs centaines de familles et dénonce une faillite collective du système. C'est toute une chaîne d'acteurs. En fait, d'abord, principalement le laboratoire, parce qu'il connaissait la toxicité de son produit depuis le départ, depuis la date de commercialisation 1967. Et après aussi l'agence, parce que l'agence avait également accès à toutes ces informations-là et n'a pas mis en conformité les notices, n'a pas joué son rôle de pharmacovigilance. Donc, et enfin les neurologues, qui sont des spécialistes, qui connaissent cette littérature scientifique, qui auraient dû également mettre en garde les patientes. La première alerte date des années 80. On met alors en évidence les risques de malformation du fœtus. Ce risque-là, on le connaissait très très bien. Il a été probablement sous-évalué au début de la commercialisation de la Dépakine, non pas faute d'informations, mais parce qu'encore une fois, la Dépakine, c'était un peu le médicament, pas le médicament miracle, mais le médicament qui résoudait beaucoup de problèmes dans la prise en charge de l'épilepsie. Dans les années 2000, nouvelle alerte sur les risques cette fois-ci de retards neurodéveloppementaux. Jusqu'en 2009, le médicament est seulement déconseillé aux femmes enceintes. En 2010, les risques sont enfin détaillés sur la notice. La prise de ce médicament au cours de la grossesse est susceptible d'entraîner des malformations du fœtus, des troubles du développement et des troubles autistiques chez l'enfant. En février dernier, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales souligne un manque de réactivité des autorités sanitaires et du principal titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire Sanofi. Le laboratoire a continué de vendre la Dépakine et rejette la faute sur les autorités sanitaires. Nous avons, dès 2003, demandé aux autorités de santé d'intégrer dans les documents d'information ce risque lié aux troubles neurodéveloppementaux. L'autorité de santé, à l'époque l'AFSAPS, aujourd'hui la NSM, a refusé une première fois. Nous sommes remontés au créneau, nous avons redemandé en 2004 que ces documents soient modifiés. Il a fallu attendre janvier 2006 pour avoir une réponse partielle aux demandes que nous avons faites. Et ce n'est qu'en 2010 que l'ensemble des documents ont pu être mis à jour sur une demande que nous avions faite dès les années 2003-2004. Depuis, l'Agence du médicament a connu des réformes. Son directeur actuel reconnaît qu'il y a eu un certain attentisme. Maintenant, et ça c'est une leçon qu'on a tirée d'ores et déjà de cette période, c'est qu'il ne faut pas attendre que les données soient consolidées pour prendre des décisions et donner de l'information, notamment aux praticiens et également aux familles. En fait, il faut toujours que nos choix profitent aux patients et à personne d'autre, et que donc même quand on a des éléments, des premiers éléments d'information, il faut les mettre à disposition. L'idée à l'époque, il faut bien le comprendre, c'était qu'il ne faut pas alarmer les patients. En mai 2015, l'agence a mis en place de nouvelles précautions. Elle rappelle que pour les femmes en âge de procréer, la Dépakine ne doit être prescrite que si les autres traitements sont inefficaces ou mal tolérés. Pour une première ordonnance, ces patientes doivent obligatoirement passer par un spécialiste, neurologue ou pédiatre.
Alors, vous venez de l'entendre, l'agence du médicament est clairement mise en cause dans cette affaire pour son inertie. Sanofi, le laboratoire qui fabrique la Dépakine, affirme que malgré ses demandes répétées pour faire modifier la notice du médicament et y intégrer les risques d'effets secondaires pour le fœtus, l'agence aurait tardé à réagir. Pour en parler, on accueille Dominique Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Vous avez été nommé à la tête de cette agence en septembre 2014, donc vous n'étiez pas en poste au moment du début de l'affaire. Vous avez été interviewé dans ce reportage. Vous reconnaissez une éventuelle responsabilité de l'agence. Pourquoi donc l'agence, qui à l'époque s'appelait AFSAPS, a mis autant de temps à réagir malgré les alertes? Est-ce qu'il y a une enquête en cours? Qu'est-ce qui se passe? Alors, plusieurs choses. D'abord, comme ça a été dit par Madame Martin, c'est un problème de responsabilité collective. Il y a une chaîne, un producteur, des régulateurs, l'agence, clairement, les autorités, et également les prescripteurs. Les responsabilités vont être établies par le juge. C'est important que le juge puisse regarder et examiner les responsabilités qui peuvent varier d'ailleurs d'une période à l'autre. Moi, mon engagement, ma responsabilité, c'est effectivement de reconnaître le fait que, il y a eu un défaut de précaution sur la période, c'est très clair, et il y a eu un retard dans l'information des mères et des familles. Par contre, moi, je ne renverrai pas la responsabilité sur qui que ce soit. C'est un jeu qui est totalement délétère et qui n'est pas à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres. Collectivement, on doit les assumer, et moi, j'assume complètement ma responsabilité en prenant l'engagement, évidemment, ça va sans le dire, mais autant le dire, de fournir toutes les informations au juge pour que la vérité soit totalement faite. On le doit aux familles pour des raisons morales d'abord, et on le doit également à la santé publique, car c'est en comprenant exactement et le mieux possible ce qui s'est passé qu'on préviendra les problèmes à l'avenir. On va y revenir. Sanofi se défausse complètement, se décharge de toute responsabilité en vous accusant, enfin vous, vos prédécesseurs, de ne pas les avoir écoutés finalement. Moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là, parce que ça, c'est le juge va l'examiner, et ça n'est pas, je dirais, je l'ai dit, à la hauteur de la situation que de se renvoyer la responsabilité. Il y a une responsabilité collective, ça n'empêche pas les responsabilités spécifiques, puisque sinon ça serait de l'irresponsabilité, elles seront examinées par le juge. Et l'agence assumera ses responsabilités si elle doit les assumer. Je voudrais juste dire sur le rapport de l'IGAS, qu'évidemment, il pointe la responsabilité et les retards de l'agence, parce que c'est un rapport de l'administration sur l'administration, par construction, et qui ne s'est pas penché sur les autres sujets. Ce qui explique pourquoi, évidemment, l'agence est évidemment pointée par l'IGAS, et heureusement, c'est ça aussi qui permet d'avancer, car d'ores et déjà, nous avons modifié des procédures de façon à ce que ces choses-là soient prévenues au mieux. Mais est-ce qu'on a une explication, ou un début d'explication, sur ce délai aussi important quand même pour réagir? Parce que c'est quand même c'est très long. Oui, il y a probablement plusieurs explications. Je pense que l'une des explications, c'est la difficulté, malgré la loi de 2002 sur les droits des malades, donc la difficulté à considérer les patients comme des interlocuteurs directs et à qui on doit donner toute l'information. Et en 2004, 2006, 2010, tout ça est arrivé finalement assez progressivement. Heureusement, aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça marche mieux. Mais ça a été très lent. À l'époque, les gens considéraient qu'il ne fallait pas alerter les personnes parce que ça pouvait provoquer, par exemple, des interruptions de grossesse, etc. Ce qui est une erreur, puisque la prévention naît du dialogue entre le patient et le médecin. C'est là que naît la prévention, pas ailleurs. Et donc, il faut que les patients soient très clairement informés, et les médecins également, et ça n'est pas gagné, parce que nous avons des informations aujourd'hui, nous essayons d'informer les praticiens, ça n'est pas gagné. Alors que les patients souhaitent vraiment être informés, ça c'est clair. Absolument, et ça c'est indispensable, c'est vraiment indispensable à la santé publique. L'autre point qui est très important, il est que dans les années passées, l'idée était de dire il faut que les données soient consolidées pour mettre l'information à disposition. Aujourd'hui, et j'ai fait changer les choses, je souhaite que le plus tôt possible, on donne de l'information. Nous l'avons fait sur les antidépresseurs, exactement. Nous l'avons fait sur les antidépresseurs. Nous avons informé les praticiens qu'il y avait un risque avec certaines catégories d'antidépresseurs pendant la grossesse, alors même qu'il y a des débats contradictoires. Oui, mais alors justement, vous le disiez aussi dans notre reportage, vous disiez maintenant, on va plus attendre des études pendant des années pour être sûr que cette alerte qu'on nous envoie est fiable ou pas. Dès qu'il y aura une suspicion, vous dites, voilà, notre rôle, ça va être aussi d'informer les patients et les médecins, bien évidemment, à cause des prescriptions. Est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans ce fameux principe de précaution qui est en train de pourrir toute la société? Parce que dès qu'il y a le moindre signe de petite quelque chose, d'embryon, de quoi que ce soit, on arrête tout. Est-ce que finalement, on ne va pas se mettre à arrêter la commercialisation de médicaments qui finalement, ne sont pas si mauvais que ça? Oui, alors il ne faut pas faire l'erreur inverse, parce que sinon ça serait un grand bazar et personne ne s'y retrouverait et on ne servirait pas à la santé publique. Donc il faut rester effectivement raisonnable, mais il faut informer assez tôt. Vous savez, moi je discute beaucoup avec le professeur Druet, qui est le président du Collège de médecine générale, qui me dit prescrire, c'est un arbitrage.
conscient ou pas conscient, mais quand je prescris, je fais un arbitrage entre les différents éléments, le risque, l'avantage, etc. Voilà, et le bénéfice-risque. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est un praticien qui le dit, il faut que nous, on donne l'information aux praticiens pour qu'ils puissent faire son choix. Il n'y a aucun médicament qui ne présente pas de risque, hein, ça c'est une réalité, on le voit dans votre reportage, on a parlé des anti-inflammatoires, le paracétamol n'est pas sans risque pendant la grossesse, je tiens à le dire, les antidépresseurs non plus, enfin voilà, tous ces médicaments présentent des risques, ils ont aussi une efficacité, ils apportent aussi à la santé des personnes et à la santé publique. Donc il faut faire la balance et donner les informations à des adultes que sont les praticiens et les patients de façon à ce que les discussions puissent avoir lieu de manière la plus transparente possible. Encore un mot sur une polémique qu'il y a eu au début de l'été sur le fonctionnement de l'agence que vous dirigez, notamment sur le nombre important de postes vacants. Par exemple, il n'y avait pas de directeur de l'évaluation, qui est pourtant un rôle important. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez du mal à recruter ou pas? Nous n'avons pas spécialement de mal à recruter. Cette polémique, à mon avis, n'a pas lieu d'être. C'est un établissement de 1000 personnes. Qu'il y ait 1 ou 2 postes de directeurs vacants, c'est tout à fait normal, puisque c'est des postes qui sont des postes sensibles. On a un taux de vacances qui est extrêmement faible et plutôt inférieur à la moyenne et qui est en baisse continue depuis plusieurs années. Donc il n'y a pas de difficulté du point de vue du recrutement et du remplacement. Cet organisme est un organisme vivant, avec des gens qui restent, d'autres qui partent. Et cet équilibre entre les gens qui sont là depuis longtemps et des gens qui passe que quelques années, est un équilibre très précieux auquel je tiens beaucoup et je tiens à rendre hommage aux agents de l'établissement qui sont extrêmement impliqués dans la cause qui est la nôtre. Vous parliez de postes sensibles, vous arrivez à dormir, vous n'avez pas mal à la tête avec le poste de directeur de l'agence du médicament, c'est quand même, je sais que c'est un des boulots les plus difficiles qui soient en ce moment dans le domaine de la santé, non? C'est un boulot très exposé, mais je le prends comme un honneur que d'avoir été nommé et comme une fierté que d'être à ce poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup.